Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui et d'être venus nous voir. Donc moi je me présente, je suis Nathalie Dréan, société Alipia. Voilà, je présente Salam Kaye. Moi, c'est Salam Kaye, cofondateur de la société Nowadays Agency. Et aujourd'hui, nous allons vous parler en fait de l'écosystème des startups et de la French Tech. Pourquoi faire un binôme avec Salam? Parce que Salam en fait fait partie d'une startup que je connais bien, que je mentore depuis quelques mois. Et Salam en fait est devenue associée de quelqu'un qui est la cofondatrice en fait de Nowadays Agency, qui est Laetitia Mathioli. Et ils sont spécialisés dans l'influence digitale. Donc je me suis dit que ça allait beaucoup vous parler et que quelque part c'était peut-être une bonne alternative et puis une bonne façon de mettre en avant ce que vous savez déjà faire et que ça allait être pertinent en termes de questions et de réactivité. Donc je compte sur vous pour nous faire une séance un petit peu dynamique et interactive et on est là pour répondre à vos questions. Exactement. N'hésitez pas à rebondir sur un sujet, une idée durant la présentation. Nous, on est là justement pour faire un échange avec vous, répondre à vos questions s'il y en a et vous aider dans votre démarche si vous avez justement une démarche entrepreneuriale pour créer une start-up ou tout autre projet. Y a-t-il d'entre vous qui ont l'intention ou l'ambition de créer une start-up ou de se mettre auto-entrepreneur, de créer une société? Non. Ça va peut-être venir. Ça va venir à la fin de la présentation. Vous insuffler, exactement. On va vous insuffler cette envie-là, je pense. Alors, donc on va commencer peut-être par se présenter sur. Très bien. Tu commences, Nathalie? Ouais, je commence. Donc ça, c'est au niveau des intervenants. Donc je vais me présenter. Donc moi, je suis Nathalie Dréan. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu mon parcours. Moi, je suis arrivée à l'âge de 19 ans à Paris, où je suis rentrée en école de commerce en 4 ans, mais surtout, je suis rentrée en tant qu'assistante de rédaction à France Inter, France Info, France Culture et Musique. Donc 5 ans où j'ai cumulé les emplois chez eux, où j'étais au sein des rédactions en train d'aider les journalistes dans tout ce qui était édification, enfin tout ce qui était réalisation des reportages, etc. Et en fait, à l'issue de ces 5 ans, j'ai décidé de faire une validation d'acquis et j'ai eu en fait un DESS en sciences de la production et des organisations. Voilà, donc ça c'était pour mon parcours académique. Après, je suis rentrée dans le monde du travail, enfin re-rentrée dans le monde du travail parce que j'y étais déjà du coup. Et je suis tombée j'ai été recrutée par une société qui était éditrice d'ERP. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ERP? Oui? Ce sont des logiciels de gestion intégrés. Donc on peut dire par exemple SAP, Oracle, pour donner des exemples. Donc ça a duré 4 ans. Et à l'issue de ces 4 ans, j'ai rencontré en fait quelqu'un qui m'a donné le challenge de monter une ASN, une SS2I. Donc la terminologie vous parle également. Voilà, donc tout ce qui est en fait société de services en ingénierie informatique. Voilà, donc maintenant entreprise des services numériques. Et c'est ce qui est en fait l'objet d'une ESN et surtout d'embaucher des ingénieurs ou techniciens et de les recruter pour les détacher chez des grands comptes pour des missions spécifiques techniques. Donc je connaissais pas du tout pour ainsi dire rien au métier et en 13 ans on a monté une belle structure où j'ai dû embaucher à peu près 250 consultants et on était à peu près 50 en effectif. Voilà, et à l'issue de ce parcours, j'ai cofondé avec donc mon associé Alipia, qui est une société de conseil en prestation de services RH entre autres. J'interviens dans 4 universités et 12 écoles d'enseignement supérieur sur tout ce qui peut être RH, tout ce qui peut être projet professionnel, communication de projets techniques, encadrement de projets techniques, tout ce qui est création de société, tout ce qui est commercial et tout ce qui est, voilà, enfin pas mal de choses, on va décliner. J'interviens aussi sur des labs universitaires, d'où l'objet de notre intervention aujourd'hui. Donc les labs universitaires, on va vous en parler, ce sont les incubateurs d'université. Et ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais passer la parole à Salam. Merci. Alors moi, je suis arrivé à Paris il y a presque 9 ans. J'ai grandi à Casablanca où j'ai vécu et étudié. Et je suis arrivé en première année d'école de commerce à l'ISTEC où j'ai suivi un cursus sur 5 ans. Avec plusieurs stages chaque année et des semestres à l'étranger aussi.
J'ai eu l'occasion d'aller à Copenhague. Je suis allé aussi en Indonésie pour travailler, au Vietnam, à Santiago au Chili. Et j'ai fini par un stage de fin d'études à Angoulême, voilà, dans le sud de la France. Au sein d'une entreprise qui s'appelle Emerson. Donc c'est un grand groupe américain qui réalise plusieurs projets à taille mondiale de type barrage ou pont, des grosses constructions, où j'étais acheteur. Donc moi, ma mission, c'était de négocier avec des fournisseurs le prix des composants, du matériel et de mettre en place des contrats. Et donc, stage de fin d'études fini, diplôme en poche. J'ai été embauché chez IBM à Paris, aux achats, où, basiquement, je travaillais avec des fournisseurs de prestations de services, des ESN, beaucoup, pour... On aurait pu se rencontrer. Exactement, ça aurait pu être le cas, où je négociais justement des contrats et le but, c'était d'apporter à IBM les compétences qu'elle n'avait pas pour la réalisation de projets pour nos clients. Donc ça, c'était entre autres, et en termes de montants, c'était des montants assez élevés. Je pense que durant 3 ans et demi chez IBM, j'ai dû voir passer plus de 150 millions d'euros environ. Donc c'est un énorme marché. Et puis, il y a 3 mois, je suis parti pour justement m'associer avec Laetitia Mattioli pour cofonder Nowadays Agency. Et nous, ce qu'on fait, c'est, on peut s'appeler agence de communication digitale, mais ce qu'on fait, c'est vraiment tout ce qui est influence marketing. C'est le fait de connecter des influenceurs avec nos clients. Et le but, c'est que ces influenceurs qui ont un attrait naturel pour la marque ou les produits de nos clients, qu'ils en fassent la promotion sur leur réseau. Et l'avantage pour nos clients, c'est de toucher une nouvelle audience et d'améliorer un peu la communication de leur marque, de leurs produits et les faire connaître à leur cible. Et du coup, ça fait 2-3 mois que je suis impliqué dans cette belle aventure et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour essayer de vous partager ce qui m'a donné envie de faire ça, les obstacles qu'on a pu rencontrer et parler un peu de l'environnement de la French Tech et des startups. Voilà. T'es tombé dans le berceau des startups. C'est ce qu'on dit. Donc nous allons vous parler du domaine des startups. Alors le domaine des startups, la France compte plus de 10 000 startups dans un grand nombre, interviennent dans 3 secteurs. Le divertissement, donc tout ce qui est gaming, jeux vidéo, musique vidéo, marketing et cloud. Toutefois, quand on prend en compte en fait les critères de chiffre d'affaires et de rentabilité, leur valorisation dépasse désormais le milliard d'euros. Donc en 2017, 52 levées de fonds concernant les startups ont abouti à une prise de participation dans des fonds étrangers. Donc voilà. Alors par contre, ce qu'on aurait pu peut-être faire pour commencer, c'est donner la définition de la startup. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut nous définir ce qu'est une startup ? Quelle est votre définition propre ? Si vous êtes là aujourd'hui, quels sont Juste un petit indice. Voilà, les mots-clés qui peuvent... Oui. Les startups, en général, c'est au tout début du lancement d'une activité avec une croissance, on va dire, exponentielle en général, dans un domaine... Enfin, il y a le mot innovation dedans. Ouais. Exactement, innovation. Donc c'est une jeune pousse en fait innovante qui a un fort potentiel d'évolution, d'investissement et de croissance. rayonnement au niveau financier. Un complément sur la définition ? Oui, moi ce que j'aurais dit, voilà, c'est un projet qui a une forte croissance possible. Et il y a le terme innovant dedans, certes. Après, je ne pense pas que toute entreprise ou toute start-up doit avoir quelque chose d'extrêmement innovant, d'être le Facebook, le Uber. Il y a juste des nouvelles cibles à atteindre ou une niche qui n'a pas été exploitée ou juste un projet qui a beaucoup de potentiel avec une croissance à 2 chiffres, voire 3 chiffres pendant plusieurs mois, plusieurs années.
Alors, il y a des startups qui vont avoir un projet innovant et pas trop concurrentiel, en tout cas au début, et qui vont se démarquer comme ça, et d'autres qui auront un positionnement de marché un peu concurrentiel. Mais bon, quelque part, pour faire évoluer une startup aussi, c'est bien d'avoir de la concurrence et c'est bien d'avoir le petit plus et la valeur ajoutée qui fait qu'on va se démarquer. Voilà. Donc, quels sont les principaux freins de la croissance du secteur en France ? Donc les entreprises du digital sont freinées par leur petite taille, parce que souvent, effectivement, vous commencez une start-up tout seul ou très peu entouré. Donc vous avez besoin d'être conseillé. Donc on va venir, après tout à l'heure, on va vous expliquer un petit peu plus quelles sont les structures qui vont vous amener à maturer justement votre société et à en faire devenir une société un petit peu à part entière. Donc du coup, la France se compose de plus de jeunes entreprises valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Elle en a très peu en fait. Aucune start-up européenne n'a pu se hisser au même rang que les GAFAM. Ça vous parle les GAFAM ? Qui veut me citer les GAFAM ? Parce que j'en vois qui sont un peu plus perplexes. Google, Amazon, Facebook, Et Apple. Et Microsoft. Voilà. On les a toutes fait. Donc ce sont vraiment les incontournables du marché. En fait, les levées de fonds françaises peinent à dépasser les 100 millions d'euros et le plus gros problème est un problème de compétences en fait. Les établissements ne forment pas suffisamment d'experts, notamment dans le digital. Donc on va vous expliquer aussi tout à l'heure ce qui est mis en place et ce en quoi l'enseignement supérieur est en train de plus en plus se structurer et de répondre à cette problématique. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a encore un différentiel avec des sociétés qui peuvent avoir de nombreuses aspirations, notamment en IA et notamment sur de la VR, et pas forcément de jeunes qui ont encore assez de compétences poussées pour rejoindre ces structures et les viabiliser d'un point de vue technique. Mmh. Et mis à part les compétences, moi, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'il y a une forte différence entre l'état d'esprit en France et aux US. En France, on va regarder votre track record, ce que vous avez fait, votre expérience, l'école que vous avez faite, pour juger si vous avez la capacité ou jauger le pourcentage de chances de succès de votre projet avant d'y investir. Alors qu'aux US, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de sentir la personne, savoir si cette personne a la niaque, si elle a envie de réussir et son ambition, son enthousiasme, et ils vont avoir un côté un peu plus risqué, un management du risque un peu plus flexible, et ils vont faire confiance à des personnes. Ils ne vont pas faire confiance à un CV. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence aujourd'hui quand on regarde les chiffres. Surtout quand on regarde, pareil, on l'appréhendra un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est fonds d'investissement et tout ce qui est levée de fonds, on va effectivement regarder votre parcours et un certain nombre de paramètres qui sont externes, on va dire, à la structure elle-même et au potentiel de la structure. On va chercher des garanties que peut-être sur les pays anglo-saxons, on regarde un petit peu moins, on regarde plus la faisabilité et le côté innovateur de la structure. Alors, après, nous allons... Vous avez des questions déjà à ce sujet-là ? Non ? Pas de questions sur les freins. Pas de questions. Bon. On va vous parler de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, pourquoi ? Parce que l'IA, l'IoT, comme on a parlé tout à l'heure, et la VR sont trois des gros domaines qui font partie du vivier en fait des startups et du fait que les startups veulent de plus en plus se démarquer avec ces trois domaines-là. Dans le siège de la remise en fait, du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, France Digital a cartographié un écosystème en croissance. Donc Cédric Villani, on ne le présente plus, donc il y a un grand professeur aujourd'hui député d'En Marche, qui a fait effectivement une cartographie des startups et qui a fait émerger un certain nombre de données, dont celle de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée qui deviennent prépondérantes. Donc l'écosystème tricolore de l'intelligence artificielle compte précisément 271 startups sur l'ensemble du territoire. Donc celles-ci ont fait l'objet de levées de fonds et ont brisé le plafond de verre. Le plafond de verre, vous êtes familiarisé ? Donc le plafond de verre, c'est comment on peut moi je sais pas, définir ça. C'est atteindre en fait un certain nombre de levées de fonds
une certaine valeur de levée de fonds et avoir, on va dire, la velléité d'atteindre le niveau des GAFAM et de devenir vraiment plus que pertinent sur un marché super concurrentiel. Voilà, donc au niveau de la bataille de l'IA et de tout ce qui est intelligence artificielle, il y a 141 millions de dollars qui ont été investis dans les startups françaises qui ont fait de l'IA. Donc l'IA, vous en avez un petit peu partout. Plus ça va, plus on le voit au niveau par exemple industriel. Moi je travaillais avec un gros équipementier automobile et j'ai appris il y a quelques jours qu'en fait leur prod avait été entièrement mise en place avec de l'intelligence artificielle. On le voit aussi dans les domaines médicaux, par exemple si on prend Carmat avec les premiers cœurs artificiels. Enfin, l'IA est partout. Vous allez à votre banque, vous cherchez maintenant où est le distributeur ou du moins l'interface machine qui va vous permettre de déposer vos sous ou de faire un certain nombre d'opérations. Donc l'IA, on la trouve à tous les niveaux. Moi, ça me fait penser à, justement, quand on voit intelligence artificielle, c'est pas forcément quelque chose de... Alors, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, quelque chose d'extrêmement compliqué à la vue de l'utilisateur. Moi, il y a une application qui m'envoie tous les matins une espèce d'un concentré de news en fonction de mes intérêts. Ça s'appelle, il y en a deux, ils sont concurrents, donc je vais citer les deux pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Ça s'appelle Fresher et Jam. En fait, c'est des chatbots sur Facebook qui vont analyser, en fait, vous poser des questions, analyser vos réponses et en fonction de ça, vous offrir des articles d'actualité qui vont correspondre à ce que vous lisez, à ce que vous aimez. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un chatbot sur Facebook, je me lève, j'ouvre ma page Messenger, je lis des articles. Bonjour, j'espère. Il me dit bonjour Salam, ouais, vers 8h du matin. Et je trouve ça très intéressant. Et derrière tout ça, voilà, il y a de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas forcément quelque chose d'hyper compliqué dans une machinerie à l'usine. Ça peut être une interface aussi simple que ça. Alors par contre, du coup, on parle de chatbot, de bot. Vous êtes familiarisé avec ça ou vous voulez aussi? Oui, ça va? Bon. Ce sont les petits bonhommes qui souvent vous suppléent sur les plateformes numériques, qui vous disent bonjour, comment allez-vous? Ça me fait penser au chatbot. Alors en fait, ils l'ont appelé le Bodrista. C'était à Vivatech il y a 2 semaines, sur le stand de Facebook. Donc en fait, Vivatech, c'était bien, mais c'était encore une fois la pagaille en termes de personnes. Il y avait énormément de monde, c'était la fournaise. Ah, mais plus c'était qu'ici. Ah ouais. Et en fait, pour avoir un café, c'était l'horreur. Il fallait faire la queue pendant une demi-heure. C'était pas possible. Et en fait, sur le stand... Pardon ? Pourquoi t'es allé à Vivatech pour aller prendre un café ? Parce que je suis arrivé à 8h du mat et qu'à midi, j'avais besoin d'un café. Et en fait, le stand Facebook, ils ont fait un truc simple mais hyper intelligent. Donc, il y a un café avec le logo Facebook et un espèce d'hologramme derrière. Et en fait, il suffisait d'aller sur son application Messenger, scanner un code barre. Fallait juste scanner le code barre avec le téléphone. Le chatbot de Facebook, qui s'appelle le Bodrista, se mettait en marche. Vous accueillez, bonjour Salam, que souhaites-tu boire? Il te propose différents cafés. Ok, tu choisis, sucre ou pas, d'accord, caramel, chocolat, machin. Ok, super, c'est bon, c'est prêt. Je t'appelle dans quelques minutes. Et là, tu dis, ouais, je suis connue. Et j'ai regardé autour de moi et on était vraiment beaucoup à être interloqués et interpellés par cette mini-innovation. Et au bout de 3 minutes, j'avais mon café. Et au final, je me suis dit que c'était juste... faut réfléchir certains use cases où on pourrait justement avoir l'utilité de cette intelligence artificielle. Et ce n'est pas forcément des choses compliquées. Ça peut être des choses très simples comme ça. Pareil, voilà pour la petite Google histoire. Google aussi, qui a quelques jours a présenté son Google Assistant. Je ne sais pas si vous avez vu où il y avait la simulation du Google Assistant qui prenait rendez-vous chez le coiffeur à ta place. Et du coup, il y avait toutes les réponses qui étaient à peu près faites, mais on aurait dit vraiment, enfin, le salon de coiffure n'a rien vu du tout. Et quand il y avait des questions auxquelles on ne savait pas répondre, en fait, il y avait un gros blanc et elle disait oui, bien sûr, oui. Et en fait, ça a été... c'était assez pertinent. D'accord. Donc maintenant, voilà, on est même suppléé, quand on veut prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure, on est suppléé par l'IA.
Alors pour vous donner quelques exemples, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va vous donner quelques exemples de startups qui ont pu faire la différence ces derniers temps. Entre autres Algolia. Donc Algolia, je ne sais pas si ça parle à certains. Donc Algolia a été créée en 2017, il y a eu 141 millions de dollars qui ont été investis dans les startups françaises qui ont fait de l'intelligence artificielle. Elle a été lancée en 2002 par 2 ex-collaborateurs de Thales. Et la startup a développé un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs d'un site et d'une appli de trouver facilement et rapidement le produit ou l'information qu'ils recherchent. Donc il y a quelques années, son siège social était à San Francisco, mais son plus grand bureau est toujours à Paris. Il y a eu une deuxième grosse levée de fonds qui a été de 53 millions de dollars. Et à l'heure actuelle, ils ont plus de 8000 clients à travers le monde. Donc ça, c'est un exemple de start-up. Alors, on va peut-être vous parler d'une autre start-up, comme par exemple Sophia Genetics. Ça parle à certains? Donc Sophia Genetics, en fait, c'est une biotech qui veut en finir avec le cancer. Donc, elle a été fondée il y a 7 ans par un docteur en biologie moléculaire français. Elle propose une plateforme de référence pour 415 hôpitaux qui permet de détecter les mutations de l'ADN de manière précise. En fait, le but, c'est d'accélérer la compréhension des pathologies comme le cancer ou les maladies rares et la mise au point de traitements personnalisés. Donc aujourd'hui, la start-up compte 150 salariés et fait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça peut être 2 exemples. On va vous en faire quelques-uns avant de rentrer un petit peu dans le sujet. Shift Technology, ça vous parle? Donc ce sont de jeunes polytechniciens qui traquent la fraude à l'assurance. Donc là, on a de l'IEL partout en fait. Donc les fondateurs se sont rencontrés sur les bancs polytechniques en 2014 et dans la foulée d'un projet étudiant. Donc ce dont on va vous parler tout à l'heure, parce que le projet étudiant et le statut d'étudiant entrepreneur va prendre une bonne partie de notre conférence. Ils ont décidé de fonder en fait Shift Technology. Il y a eu 3 levées de fonds et la start-up travaille avec près de 50 assureurs qui ont été soutenus par des solutions et qui permettent grâce à l'IA de détecter les fraudes et notamment en bande organisée. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin. Donc aujourd'hui ils sont à Paris, Singapour, Hong Kong, Zurich, Londres, Madrid et devraient bientôt s'implanter à New York et à Tokyo. Beau parcours. Voilà. Donc là ce sont des exemples un petit peu emblématiques. Donc on vous a fait une cartographie des 10 startups françaises de l'intelligence artificielle qui ont fait le plus de levées de fonds. Donc on y retrouve Algolia, Shift Technology, Navia, Profess, Vulog, Sophia Genetics. Voilà, un certain nombre dont on vous a parlé. Alors maintenant nous allons vous parler de la BPI. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la BPI ? Non ? C'est la banque publique en fait d'investissement. Donc c'est une institution financière spécialisée qui accompagne les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse et du crédit aux fonds propres. C'est le partenaire ou un des partenaires incontournables des start-upers aujourd'hui. Quel que soit l'incubateur ou le coworking où votre start-up s'installe, la BPI est l'un des partenaires incontournables. Voilà. Alors, entre autres, au niveau de la BPI a créé le Hub Startup. Alors, le Hub Startup, c'est le premier espace premium dédié aux jeunes entreprises. En fait, dans ses locaux parisiens, elle a 1000 m² de locaux parisiens et elle accueille des startups venues de toute la France, orientées essentiellement sur le business et le développement à l'international. Est-ce que vous avez des questions ? Donc en fait, elle touche à tous les secteurs de l'innovation, du digital à la biotech, en passant par tout ce qui est meditech ou tout ce qui est encore matériaux innovants. Donc voilà, donc la BPI en fait, partenaire un petit peu incontournable. Qu'est-ce que propose la BPI par exemple aux startups ? Alors on l'a vu, elle propose notamment un certain nombre de levées de fonds, un certain nombre de concours auxquels les startups peuvent contribuer. Un hub qui permet, un espace dédié qui permet aux jeunes startups de pouvoir se lancer dans un encadrement privilégié, avec des ateliers privilégiés, des coworking et des networking un petit peu spécifiques, et un certain nombre d'autres services
T'as côtoyé un petit peu la BPI, non? Je les ai vus à Vivatech aussi. Ouais, Vivatech. Oh, bah, Vivatech. Fallait pas louper Vivatech. Vous avez une question? Ces entreprises, elles sont liées à un secteur spécifique? Non, justement, c'est ce que je disais auparavant. En fait, au niveau de la BPI, ils ne font pas de distinction de domaine particulier. Hein. Ça peut être autant médical que les nouvelles technologies. Voilà. Non, non, c'est vraiment la valeur ajoutée du projet et le fait d'avoir des investisseurs potentiels qui peuvent capitaliser dessus. Donc voilà. Alors si on parle de l'activisme de la BPI pour les startups, nous sommes 30 fois en deçà de ce qui est investi aux États-Unis. Donc comme disait Salam, on est encore un petit peu loin. Et nous sommes 5 fois moins nombreux. Donc quand on fait le ratio, on a encore un petit peu de boulot. Hein. Et dans tous les grands écosystèmes numériques, donc Shanghai, San Francisco, New York, Boston, Haïfa, Tel Aviv, les relations fortes entre les écosystèmes numériques et l'enseignement supérieur existent. Et ça y est, on y est arrivé en France. Donc on va vous en parler aussi a posteriori. Alors, le statut d'étudiant entrepreneur, est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Est-ce que certains d'entre vous ont été sensibilisés au statut d'étudiant entrepreneur? Vous avez tous un statut d'étudiant? Pour la plupart, on va dire. Donc pour la plupart d'entre vous, si vous avez un statut d'étudiant, vous pouvez être étudiant entrepreneur. Donc depuis son lancement en fait fin 2014, le statut d'étudiant entrepreneur séduit de plus en plus d'étudiants qui souhaitent développer une idée, structurer un business, plan et tenter l'avenir de la success story. Avec les nouveaux et les derniers plans gouvernementaux, en fait, toutes les universités ont l'obligation de prendre en compte tous les étudiants qui souhaitent devenir étudiants entrepreneurs et ont pour la plupart déjà leur propre incubateur. Dans l'enseignement supérieur privé, on le verra aussi un petit peu plus tard, la plupart des grosses écoles d'enseignement privées ont leur propre incubateur et accueillent aussi, que ce soit de la licence 1 en Master 2, leurs étudiants qui ont envie de lancer sa start-up. Après, je vous expliquerai, il y a des écoles notamment que je connais bien qui sensibilisent en fait les étudiants au fait de créer des projets innovants et de devenir de futurs start-upers dès la première année en fait, d'intégration dans l'école. Donc voilà, entre autres, Salam a une associée qui est étudiante entrepreneur. Exactement. Donc ça ne me concerne pas moi directement, mais Laetitia Mattioli. Donc à partir, il me semble, il y a peut-être 1 an et demi, donc elle était toujours étudiante, elle a décidé de bénéficier de ce statut qui permet de faciliter en gros la création de son entreprise, entre guillemets, parce que ce n'est toujours pas une entreprise, mais de ses démarches administratives concernant, par exemple, la déclaration à l'URSSAF ou l'enregistrement en termes de CABIS, etc. Donc c'est une manière de se lancer beaucoup plus simple, rapide, tout se fait sur Internet en 3 jours. En 3 jours, c'est réglé. Donc c'est ce qu'elle a choisi. Et je trouve que c'est une excellente alternative en fait, parce que quand j'étais étudiant, je crois qu'il y avait un autre statut. C'était quel statut? Moi, je me suis lancé, c'était auto-entrepreneur, je crois, depuis 2009. Ouais, il y est toujours. Il y est toujours. Il y a beaucoup d'étudiants entrepreneurs qui commencent en tant qu'auto-entrepreneurs pour leur permettre d'avoir les premières facturations et changer de statut après. Et qu'est-ce que je veux dire? Et l'avantage en fait de se lancer pendant ces études, c'est qu'on a déjà beaucoup plus de temps. Vous avez aussi moins de risques parce qu'on n'a pas de femmes ou de famille à charge, d'enfants, etc. Et qu'il faut essayer, se lancer et se casser un peu la gueule et se relever. Et l'avantage, je trouve, de ce statut, c'est que ça nous permet de passer à l'acte beaucoup plus rapidement. Voilà. Il y a aussi un paramètre qui est que ça concerne surtout la génération Z. Et la génération Z sont un peu des trublions, donc ils voient un marché du travail qui est un petit peu bouleversé ou chamboulé. Voilà. Peu de CDI, beaucoup de CDD. On demande à beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir des spécialités, notamment dans le web design ou tout ce qui est web marketing, d'être auto-entrepreneur. Donc du coup, ils se posent la question, oui, mais là, on veut se lancer sur le marché du travail et en fait, on a des sociétés, plutôt que de nous prendre ou en stage ou de nous prendre en CDD ou CDI, ils nous demandent de nous mettre auto-entrepreneur. On ne va pas vous expliquer en fait la logique des charges
et de tout ce qui pèse sur une structure. Mais du coup, ça influe un petit peu la façon de penser des étudiants, et plus en plus d'étudiants disent mais effectivement le marché du travail n'était peut-être pas exactement comme on nous l'a reflété, et pourquoi pas nous aussi nous lancer dans cette entreprise et essayer de monter notre propre entreprise et essayer de faire un petit peu notre petit bonhomme de chemin. Donc ça joue aussi, la génération Z a un tempérament aussi assez frondeur, contrairement à ses aînés. C'est vrai que voilà, c'est une génération qui a un petit peu envie de dépasser les limites et qui a un petit peu envie de s'affranchir d'une certaine autorité parfois et d'un certain nombre de paramètres. Et on la retrouve beaucoup sur les étudiants entrepreneurs. Alors le statut d'étudiant entrepreneur peut commencer dès la licence 1, même si on voit beaucoup de masters, parce que quand on va dans les incubateurs ou les coworking, il y a beaucoup de masters. Un des avantages aussi du statut d'étudiant entrepreneur, c'est quand vous avez une idée de société que vous voulez viabiliser, que vous voulez développer, c'est de faire vos stages au sein de votre propre structure. Voilà, donc ça permet d'avoir des fois 6 mois de stage où vous consacrez entièrement au développement de votre société. Donc c'est un des nombreux avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Voilà, vous avez des questions pour l'instant à ce sujet-là? Non? Est-ce que ça germe dans certains esprits? Pour avoir le statut d'étudiant entrepreneur, alors si vous faites partie d'une université, c'est aller directement au centre d'information de l'université qui enregistrera le fait que vous voulez devenir étudiant entrepreneur et qui vous orientera nativement vers l'incubateur. Non, alors les universités, c'est un petit peu obligatoire. Après, indépendamment des universités, il y a toutes les écoles d'enseignement supérieur qui ont 2 alternatives. Il y a celles qui ont un incubateur dédié. On le verra, il y en a beaucoup. Il y a l'ESCA, il y a l'INSEC, il y en a plein, il y a Sciences Po, il y en a énormément. Et il y a ceux qui n'ont pas forcément d'incubateur, que peuvent avoir des filières entrepreneuriales. Donc là, vous avez déjà les enseignements au moins de l'entrepreneuriat. Et qui vont peut-être vous préconiser, vous orienter pour aller sur des incubateurs privés. On en parlera tout à l'heure et puis on les nommera. Alors les universités, c'est un petit peu je dirais la méthodologie la plus facile. Parce qu'à partir du moment où vous êtes étudiant d'université, vous avez le droit au statut d'étudiant entrepreneur sans forcément passer un certain nombre de concours. Et là, dans votre cas, comment on fait là, dans votre cas, je pense qu'il y a les paramètres et il y a des liens privilégiés qui se font avec l'école. Donc il faut vous rapprocher de la direction de l'école pour voir comment au mieux développer ce statut. Voilà. Généralement, ce qui se passe, c'est quand il n'y a pas d'incubateur lié à une école, ils ont des partenaires privilégiés en tant qu'incubateur et ils essayent de vous rapprocher d'eux et de voir avec eux comment faire pour vous faire incuber. On connaît 2 des incubateurs, parce que je suis beaucoup conférente dans Paris, et il y a Laptop et Iran Crack qui fait des conférences en UX et UI design. Et je les ai vues en pratique. Voilà. Et vous leur avez demandé les conditions d'intégration? Généralement, il y a un... J'ai pas su, là je viens de découvrir qu'il y avait un statut là que vous disiez là aujourd'hui. Donc là maintenant je vais en parler pour savoir plus. Alors après, il y a le statut d'étudiant entrepreneur que vous pouvez demander auprès de l'État. Si l'école de rattachement est affiliée au statut d'étudiant entrepreneur, vous avez plus de facilité parce qu'ils vont vous orienter vers les pépites dont on va parler. Après, soit il y a un incubateur privé et l'école va vous orienter sur l'incubateur privé de l'école, soit ce sont des incubateurs privés mais externes aux filières, filières étudiantes. Et dans ce cas-là, il faut que vous y alliez indépendamment et que vous demandiez en fait le coût et les modalités d'intégration. Généralement, il faut faire un rapport et il y a une soutenance qui vous permet d'intégrer. Voilà. Après, moi, j'en connais qui, en licence 1, ils sont déjà. Donc, il y a beaucoup, ce qu'on disait avec Salam, il y a énormément de Master 1, Master 2, parce que ça arrive en fait en fin de cursus. Donc, c'est là où vous avez le plus ou d'alternance ou de stage. Donc, vous pouvez peut-être plus vous consacrer au développement d'une structure. Après, moi, je connais des jeunes étudiants entrepreneurs qui ont 18 ans, qui ont déjà un projet très viabilisé, qui ont déjà des partenaires, qui ont déjà un certain nombre de choses en place et qui, là, sont en train de se faire incuber à 18 ans. Voilà. Après, je vais vous parler, j'ai même pire, pire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, même dans les collèges et dans les lycées, ils mettent en place
des mini-entreprises et il favorise en fait le développement. Donc demain, les étudiants entrepreneurs peuvent être biberonnés très 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 tôt. Non, disons que c'est une bonne initiation et très très jeune, on sensibilise voilà, à cet état de fait. Avec le statut d'étudiant entrepreneur, on en parlera tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le D2E. Donc le D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui vous permet d'avoir un diplôme qui certifie le fait que pendant 1 ou 2 ans, vous avez collaboré en fait pour développer votre propre structure dans un cadre d'étudiant entrepreneur. Pardon? Alors, soit un D, un 2 et un E, soit un D, E, E. Voilà. C'est le diplôme d'étudiant entrepreneur en fait. Et Laetitia justement est dans ce double cursus. Alors ça se fait, comme je le disais tout à l'heure, vous devez, en fait, à partir du moment où vous souhaitez devenir étudiant entrepreneur, il faut faire la demande auprès de l'État. Et suivant la structure qui vous porte et là où vous êtes réorienté soit sur un incubateur privé public, soit sur un espace de coworking, selon la spécificité de chacun. C'est vraiment du cas par cas. C'est en 1 an renouvelable, c'est-à-dire que c'est en 1 an, si jamais vous n'avez pas forcément la première année le D2E, vous pouvez le repasser au bout de 2 ans. Généralement, c'est plutôt en 1 an qu'on essaye de le passer et de le formaliser. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Alors, justement, on va vous parler des pépites. Ce qu'on peut rajouter, c'est peut-être qu'indépendamment d'une structure qui facilite avec des ateliers d'experts, des mentors qui vous accompagnent, le fait d'avoir des soutiens, que ce soit la BPI ou que ce soit d'autres investisseurs d'ordre privé, il y a surtout, on le verra aussi, un petit peu une nébuleuse de networking. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui génèrent des networking. Et ces networking permettent en fait d'avoir une émulation et d'avoir beaucoup d'étudiants entrepreneurs qui se rencontrent entre eux et qui font une espèce d'émulation. Alors ça peut intervenir et on le voit notamment dans le cadre d'étudiants entrepreneurs qui peuvent se lancer et avoir à un moment donné une problématique d'associés et qui cherchent des associés. Donc le fait de se rapprocher par le biais de networking ou d'autres événementiels, d'autres étudiants entrepreneurs ou d'autres étudiants qui peuvent avoir cette envie en fait de rejoindre les startups, ça peut permettre notamment de trouver des associés. En fait, quand on lance une startup, souvent on a un projet, on a une idée et cette idée, on ne va pas vous cacher qu'il y a une bonne partie des projets de start-up à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu, qui touchent au digital. Alors quand vous sortez d'une école de management et que vous avez surtout un très bon commercial, un très bon relationnel et que vous avez une super idée, mais que pour la mettre en œuvre, il faut un minimum de développement, par exemple, dans une plateforme digitale, eh ben, il faut peut-être trouver la bonne personne pour s'associer à vous. Alors pourquoi s'associer ? Vous trouvez par exemple des stagiaires qui vont vous développer votre plateforme responsive, on va dire aujourd'hui, donc à la fois web et à la fois multi-support. Oui, mais qui va la pérenniser demain et qui va la maintenir demain? Donc cet aspect en fait d'associer peut notamment permettre de viabiliser la partie digitale et maintenance du digital. Bon, après, ça peut être sur d'autres paramètres, hein. Ça peut être d'autres compétences qui sont recherchées et incontournables pour que la start-up arrive à maturation. T'as quelque chose que tu veux? Donc les pépites, 29 pôles. Donc dans une communication intitulée Plan d'action entrepreneuriat 2020, donc ça y est, on y est. Raviver l'esprit d'entreprise en Europe, la Commission européenne préconise la possibilité pour tout étudiant qui le souhaite d'être formé à l'entrepreneuriat et d'entreprendre sur son campus. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes en université, maintenant vous avez avec le plan entrepreneuriat 2020 l'obligation, vous pouvez bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur et de tout ce qui est incubateur dédié en fait à ces universités. Alors, ce plan favorise le statut d'étudiant entrepreneur dont nous vous avons parlé, la généralisation des formations à l'entrepreneuriat en licence et en master et l'intégration de ces formations à l'entrepreneuriat pour tout doctorant et la création d'un prix d'étudiant entrepreneur.
Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Tout est clair? Donc après, nous allons vous parler de la French Tech. Est-ce que vous avez entendu parler de la French Tech? Qu'est-ce que pour vous la French Tech? Salam. Donc je disais des entreprises françaises dans le secteur de la technologie, tout simplement. C'est bon? Ok. Ok, très bien. Et donc du coup, nous ce qu'on va vous présenter, c'est différentes entreprises de la French Tech. Voilà, le mot French Tech, c'est pour revaloriser un peu, valoriser toutes les startups françaises dans le domaine des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y en a énormément. Alors, la French Tech aussi, c'est un label qui permet aux startups françaises de se faire connaître à l'étranger. C'est né d'une initiative du ministère de l'économie et elle prend donc la forme d'un label. Et pour concrétiser cette ambition, donc la French Tech suit 3 mots d'ordre: fédérer, accélérer, rayonner. Faire de la France l'une des nations en fait les plus innovantes du monde. Pour concrétiser cette ambition, en fait, la French Tech, au travers de ces 3 mots, comme fédérer, c'est l'objectif de rassembler un maximum d'acteurs de l'écosystème des startups afin d'être plus puissants. Donc c'est vraiment l'émulation et vraiment le fait de se confronter à toutes ces nouvelles startups au niveau international et de montrer notre plus-value au niveau économique en la matière. De rejoindre les GAFAM. Pourquoi pas? Alors, une start-up, est-ce que c'est forcément numérique pour vous? Non? Salam. C'est pas à toi qu'il faut que je pose la question. Oui et non. Ah oui et non. Salam a raison, il va vous donner son point de vue. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, la start-up peut avoir un très beau projet innovant sans forcément avoir de vecteur numérique. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des startups ont besoin d'une plateforme numérique pour se faire connaître, ont besoin d'influence marketing, d'influence digitale pour se faire connaître. Et du coup, le numérique est un peu nativement imbriqué dans le développement des startups. Alors oui, pas forcément numérique. Pourquoi? Je pense qu'une startup, par exemple, prenons un exemple d'une startup qui a développé une innovation du domaine de l'ingénierie, par exemple, ou dans une usine. Il n'y a pas forcément ce côté numérique, mais derrière, on aura peut-être des chances. Enfin, je reformule. Il y a possiblement beaucoup de chances que cette startup a besoin d'une plateforme numérique pour se faire connaître. Et je pense que c'est deux choses qui se lient forcément. Et donc c'est pour ça que je réponds numérique oui et non. Au niveau des actions de la French Tech, donc il y a un label qui a été mis en place et qui permet justement à toutes les entreprises et les startups de bénéficier d'un accompagnement spécial pour faire rayonner toutes ces entreprises. Donc la French Tech Hub, une plateforme d'activité et les French Tech Tickets. Et pour ça, je vais laisser Nathalie je te laisse expliquer. un petit peu développer. D'accord. Bon. Au niveau des financements des startups privées, donc ça peut être fait par différents établissements comme la BPI par exemple ou différents entrepreneurs. Je pense notamment à Xavier Niel qu'on va présenter tout à l'heure, qui finance, et parmi tant d'autres, différentes startups, que ce soit au sein de son incubateur Station F ou directement avec des startups en direct.
Oui, alors il y a aussi, c'est vrai que la French Tech, ça permet un certain nombre d'avantages. Donc des hubs qui sont des centres où il peut y avoir des émulations de start-up, tout ce qui est plateforme d'attractivité et financement de start-up privées. Pour parler de Xavier Niel, alors, avant de passer par Xavier Niel, on va d'abord vous indiquer qu'il y a 13 métropoles françaises qui ont été labellisées par la French Tech Hub. Donc, il s'agit d'Aix-Marseille, Bordeaux, Brest, la Côte d'Azur, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse, la Lorraine et la Normandie. La French Tech, c'est également la création de 4 écosystèmes thématiques. Donc, tout ce qui est, par exemple, en Alsace pour les medtech, donc tout ce qui est médical et technologie médicale. On vous a parlé de Carmack tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres qui sont allés dans le sillon. Angers pour l'IoT Tech, donc les objets connectés, qui font partie aujourd'hui des donnes un petit peu favorites des startups. Hein. Tout ce qui est vélo connecté, montre connectée, tout ce qui peut être connecté. Plein de choses peuvent être connectées à l'heure d'aujourd'hui. Avignon avec la culture tech et Saint-Étienne avec la design tech. En fait, ces labels ont été attribués sur des zones qui ont un rayonnement qui permet d'avoir de l'interaction avec les différents acteurs du marché. Donc, par exemple, si vous prenez Saint-Étienne et Design Tech, il y a une forte communauté de design qui permet de mettre en avant des synergies et qui permet de pouvoir labelliser cette région. Design Tech, c'est design au sens web, design au sens Alors, objet. tout confondu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont labellisé une région, c'est qu'ils ont vu que tous les acteurs du marché pouvaient être présents et que ça pouvait être une symbiose au niveau de ce label. D'accord. Mais peut-être que vous n'avez pas compris ma question. En fait. Je voulais savoir si le Design Tech c'était en rapport avec des designers, je sais pas moi, d'objets, de chaises, D'accord. ou si c'était plutôt en rapport avec le UX design, avec le web design. Tout ce qui est web design ou tout ce qui est de designer physique. C'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais justement, la réponse a été aussi un petit peu orientée là-dessus. C'est que s'ils ont labellisé, c'est qu'ils voient qu'il y a une synergie entre les deux métiers, qui sont des métiers connexes, et que ça peut permettre d'avoir une labellisation optimum sur ce secteur d'activité. Alors, la French Tech, quel futur ? Donc, le label poursuit son développement en nouant des partenariats avec d'importants groupes. Par exemple, en 2015, Cisco qui investit plus de 100 millions d'euros dans la French Tech. 152 millions d'euros ont été collectés grâce au crowdfunding en 2014. On n'a pas parlé du crowdfunding. C'est vrai qu'il y a aussi énormément de startups qui passent, qu'on connaît, qui passent par le crowdfunding. Et donc, tout porte à croire que les actions du label conditionneront véritablement la place de la France sur le marché de l'innovation mondiale. Plateforme de crowdfunding, je pense à Kickstarter, My Project Company, Ulule et différents acteurs. Donc, faut pas forcément. On peut partir de rien et lancer son projet sur ce genre de plateforme pour attirer des investisseurs du monde entier. Et ça marche pas mal. Donc, on en connaît certaines qui, grâce au crowdfunding, ont récolté pas mal de fonds. Alors, on va passer au fameux incubateur dont on parlait tout à l'heure. Station F. Je pense que vous connaissez tous Station F. Alors, pour vous, c'est quoi Station F ? Oui, c'est un campus de start-up. Le plus gros. Le plus grand en France, peut-être en Europe aussi, il me semble. Ouais. Donc, il a été créé par Xavier Niel et dirigé par Roxane Varza. Et il s'agit donc du plus grand campus de start-up au monde. On était au monde. Donc voilà. Après, je pense qu'ils se sont fait peut-être un petit peu distancer à l'international, parce que maintenant, ça fait un petit moment. Mais Station F reste une référence en la matière. Et quand vous êtes incubé chez Station F, ça veut dire quand même qu'on mise beaucoup sur votre start-up et qu'elle a normalement un fort potentiel. L'avantage, c'est d'être justement avec énormément d'autres startups. Et il y a un réseau très fort
Et moi, je peux le voir à notre échelle au PSL Lab, c'est qu'il y a une entraide entre toutes ces startups qui, on a tous envie voilà, de développer notre projet. On bosse tous les jours ensemble. Et dès qu'on a besoin d'un conseil, d'une aide sur un domaine en particulier, je sais que nous, on vient nous voir souvent pour toute la partie communication sur les médias sociaux, vu que c'est notre cœur de métier. Et on aide volontiers les autres startups au sein du coworking. Et l'avantage de faire partie de Station F, c'est d'avoir accès à toutes ces entreprises très innovantes et à leur réseau. Et certains acteurs de PSL d'ailleurs sont incubés après la Station F, sur Joven Roll. Donc voilà, donc Xavier Niel, après avoir siégé au Conseil national du numérique en 2011 et avoir ouvert 2 centres d'auto-formation en informatique, le 42, vous connaissez l'école 42 ? À Paris en 2013 et dans la Silicon Valley en 2016, Xavier Niel s'est penché sur un nouveau projet, Station F. Donc il se présente comme le plus grand campus start-up au monde et la structure qui a prévu d'accueillir plus de 3000 start-upers et entrepreneurs, mais aussi plus de 10 programmes d'accompagnement à la création de nouveaux projets. Et donc voilà, depuis avril 2017, Station F est en train d'avoir un renom international. Donc l'école 42, vous la connaissez un petit peu, mais je remets un petit peu, on va dire une couche. 42 est l'ensemble des 3 établissements privés d'auto-formation en informatique, situés pour l'un en France, en Belgique et l'autre aux États-Unis. Et ils ont été créés et financés par Xavier Niel et différents associés des pays. Alors les incubateurs, tout à l'heure on en parlait, vous en avez cité quelques-uns. Il y a par exemple le 104 Factory, donc l'incubateur du 104. L'Oréal, Paris. En fait, il y a de plus en plus même de grosses structures qui ont lancé leur incubateur. Donc L'Oréal, typiquement, la Connected Beauty Incubator. Là, vous avez la cartographie des différents incubateurs dans Paris. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Certains ont des particularités, donc certains sont plus spécifiés sur certains domaines que sur d'autres. Le CLIDJ, par exemple, voilà, on ne sait pas forcément, mais le CIDJ qui a lancé son propre incubateur avec Active Créa, Agir et Entreprendre. Le D-incubateur de Dauphine, donc incubateur de l'Université Paris-Dauphine. Le dernier incubateur avant la fin du monde, que vous connaissez mieux sous le nom de My Major Company. Le SCE avec Émergence, incubateur de l'ESCE. Le groupe Avas, avec Avas AdTech Incubateur. L'INSEC, avec le groupe l'incubateur INSEC Paris. Incubas School, qui est celui de la CCI. Encore là, c'est juste quelques-uns, parce que si on devait tous les référencer. L'incubateur de l'ESPCI, qui a notamment accompagné des startups comme Cyprien, Webystem, Biomillenia, Broken, DNA Script. Ionis Group, je ne sais pas si vous connaissez Ionis. Alors, le groupe Ionis, c'est l'Etna, Epitech, Epita, l'IPSA, le SME, ISG, voilà. Tout ça, c'est Ionis. Donc Ionis qui a un très très bel incubateur, qui est Ionis 361, et qui, lui, a vocation, alors que même au sein de ces écoles d'ingénieurs, dès le début du cursus en première année, de sensibiliser les étudiants aux projets novateurs et de les faire travailler dessus. Donc en fait, l'incubateur accueille très souvent, à l'issue de leur formation, des étudiants entrepreneurs qui ont déjà maturé depuis 5 ans de multiples projets d'innovation. Spark, l'incubateur Microsoft BeSpark. Paris & Co, vous devez connaître aussi, qui est pas mal réputé. Donc l'incubateur Paris & Co, connecteur étudiant startup. Et le PSL Lab. PSL Lab, l'incubateur de PSL Lab, les pépites de France. Donc, entrepreneur next-gen. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est quoi pour vous, les entrepreneurs next-gen ? C'est la fameuse génération Z, qui est à la recherche de défis et à la recherche de nouveaux objectifs. Donc, 53% d'entre eux préféraient se lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que d'évoluer en tant que salarié dans une entreprise. C'est vrai que le marché du travail et la façon dont est structuré le marché du travail les incite souvent
à se lancer très jeunes. Après, c'est vrai que sur certaines écoles, on les sensibilise à des projets, notamment dans le numérique, très très rapidement. Donc on les fait travailler sur des projets innovants, on les fait penser à des projets innovants. C'est-à-dire que sur certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, où j'interviens, dès la première année, c'est trouver un projet innovant. Regarder par rapport à la concurrence s'il peut être innovant, quelle technologie il faut mettre en œuvre pour pouvoir le viabiliser. Et ils ont 15 jours pour nous présenter ne serait-ce qu'une idée. Après, souvent, en licence 2, licence 3, on les fait réfléchir sur des projets un petit peu plus poussés qu'ils choisissent, où on les fait aller jusqu'au bout du développement, par exemple, d'une application. Et en Master 1, Master 2, on les pousse jusqu'au côté transverse et pertinence, en fait, de l'idée sur le marché des startups et voir les mettre en mode mini-entreprise ou mini-startup pour que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau business, transverse. C'est énorme, 53%. C'est énorme. Ouais. Donc vous avez des questions? Ça veut dire qu'une personne sur 2 dans cette salle pourrait lancer sa boîte dans les prochaines années. Mais ça, tu vois pas que ça commence déjà à fusionner. Certains d'entre eux commencent déjà à avoir des idées. Ça aurait été intéressant d'avoir la data, de savoir quel était ce pourcentage il y a 50 ans, par exemple. Infime. Ouais. Infime. C'est vrai que moi je pense que ça a été conditionné en grande partie par le marché du travail et par le fait qu'on a une génération qui transgresse peut-être un petit peu plus les normes idéologiques. C'est vrai, moi je vois ça d'un point de vue où, voilà, dans ces 20 dernières années, le monde s'est énormément connecté. Aussi. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant tous les succès et réalisations des grands entrepreneurs de ce monde. Et tout le monde connaît Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Et ça peut faire naître une certaine envie de faire son petit bout de chemin aussi, de se lancer, de prendre ce risque entre guillemets et de tenter sa chance. Et c'est vrai que toutes ces choses-là font qu'on a aussi plus de moyens aujourd'hui avec ce qu'on vous a présenté plus tôt, statut entrepreneur, ces incubateurs, etc. Et le risque qu'on avait avant de se planter, entre guillemets, est de plus en plus faible. Alors on parlait tout à l'heure de Cédric Villani, il y a par exemple Laurent Alexandre aussi, qui sont 2 personnes qui parlent beaucoup d'intelligence artificielle. Donc on voit l'intelligence artificielle, pour certains disent non, on est encore très loin de ça. Plus ça va, plus tout le monde tend à dire que l'IA est à nos portes. Et si l'IA descend sur toutes les fonctions transverses de la société, et d'une société au sens propre du terme, c'est vrai que ça peut donner des idées de création de start-up pour pallier et pour faire un petit peu le pendant. Après, il y en a d'autres qui veulent se lancer, que ce soit, comme on disait, sur l'IA, sur de la VR, sur de l'IoT. Il y a tellement de possibilités à l'heure d'aujourd'hui d'avoir des idées, de se dire « mais là, je fais quelque chose de simple, mais finalement, ça pourrait être encore mieux si on pouvait l'automatiser. De quelle manière l'automatiser? Pourquoi? Mais ça n'existe pas, en fait. Donc, pourquoi je suis en train de m'embêter à penser à ça, alors qu'il n'y a rien qui, sur le marché, existe et me permet de le faire? Et souvent, voilà, la création d'une start-up et une idée, elle vient comme ça, un petit matin où on se dit pourquoi pas. Je crois qu'on avait une question. Ouais, je voulais savoir par rapport à la viabilité des startups, parce qu'on parle de succès, des grands succès, etc. Ouais. Mais on parle souvent du cap des 2-3 ans. Est-ce que vous avez des chiffres un peu au niveau des startups qui se lancent Alors pour toutes les sociétés, en fait les 2-3 ans c'est pour toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des facilités à lancer des sociétés à l'heure actuelle, une société à l'heure actuelle, et la viabilisation de la société, généralement avec le coût des charges et le retour sur investissement, on l'établit au bout de 2-3 ans. Au bout de 3 ans, on est capable de dire si n'importe quelle société va passer le cap ou pas. Voilà, que ce soit une start-up ou pas une start-up. Après, Salam? Moi, j'entendais ta question dans un autre sens, c'était, tu me diras si je me trompe, quel est le pourcentage d'échecs de toutes ces créations de start-up? Je ne sais pas, sur 10 startups qui se lancent, Ouais. il en reste Au bout de 3 ans. Ouais. Honnêtement, j'ai pas le chiffre en tête. Non, on n'a pas le chiffre. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un pourcentage. Ça doit être élevé aussi, je pense. Il y a un pourcentage de startups qui n'arrivent pas
à passer le cap. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est ok, vous avez une âme d'entrepreneur, vous vous lancez dans l'aventure, ça marche pas forcément. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le fait d'avoir envie d'entreprendre, le fait d'avoir été au devant de tous les domaines de levée de fonds, tous les domaines de gestion d'une entreprise, d'entrepreneuriat, d'envie de dépasser certains objectifs. Donc, même si vous n'arrivez pas au bout d'une start-up, à partir du moment où vous retournez sur le marché du travail, ça par contre, j'avais fait une étude dessus, j'ai pas les chiffres en tête, les DRH et les responsables de société vous regardent avec un œil un petit peu différent de quelqu'un de lambda qui peut avoir des compétences pas forcément tout à fait transverses. C'est-à-dire que vous avez touché à tout et vous avez osé. Et souvent, pour avoir... on va dire, une catégorie socio-professionnelle qui se différencie et qui va faire une vraie valeur ajoutée même sur les grandes structures à l'heure actuelle, on se dit pourquoi pas quelqu'un qui a osé entreprendre, qui a peut-être pas forcément réussi, mais qui a tous les paramètres de connaissance d'une création d'entreprise et qui pourra intervenir et interagir sur plusieurs domaines. Pour se lancer. Sans l'envie, même avec la meilleure des idées, au final, c'est l'envie de se dépasser qui fait que je me lève chaque matin, l'envie d'aller jusqu'au bout, de voir jusqu'où je peux aller. Et cette envie-là, ça n'est pas dans n'importe quel projet. Et c'est la chose la plus importante à cultiver, et ça se cultive. Peut-être qu'il faut avoir l'envie d'avoir envie. Tu veux chanter? Non, on va éviter. Mais l'envie d'avoir envie, c'est pas mal. Là, on va vous parler en fait d'un autre étudiant entrepreneur que j'entends cadre et que je mentore aussi, qui a lancé en fait une start-up qui s'appelle Cozy. Donc Lucas Carman, qui est jeune diplômé de l'université Paris-Dauphine et qui a quitté sa région natale bordelaise pour se retrouver seul à Paris. Et en fait, pendant son année de césure, il a vécu galère sur galère au niveau de tout ce qui était hébergement. Et là, il s'est posé la question de savoir, mais on est étudiant, on a des problèmes peut-être de revenus, on a des problèmes par rapport aux propriétaires, se faire reconnaître si on n'a pas forcément de garantie. Comment faire? Et en fait, il a lancé Cozy, qui est une start-up d'économie sociale et solidaire. Alors, du coup, Cozy, en fait, si on vous donne un petit peu le concept de Cozy, c'est connecter des étudiants avec des personnes qui ont éventuellement un logement. Et c'est en fait tout ce qu'on appelle service contre logement. Ce qui est pertinent. C'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous avez un petit peu de temps libre, vous pouvez, par exemple, encadrer les devoirs et les gardes de certains enfants ou de personnes âgées. Et en contrepartie, ces personnes, si elles ont une surface de disponible, c'est ce qu'on appelle du service contre le logement. Et voilà, du coup, je voulais le mettre un petit peu en avant parce que c'est quelqu'un que tu connais aussi, qui fait partie de PSL. Et qui a eu, je trouve, une idée qui, à la base, est partie de son vécu. C'est-à-dire, typiquement, comme on vous le disait tout à l'heure, je suis dans Paris, je ne suis pas originaire de la région parisienne, je galère. Quelle va être l'alternative pour que les autres étudiants ne galèrent pas comme moi j'ai galéré? Et ça a été le début de Cozy, qui fait une belle ascension d'ailleurs. Là, je vais vous parler de deux étudiants que je mentore également, qui s'appellent Jackone. Alors là, eux, ils ont un peu transcendé les codes. Ils ne sont pas passés par des incubateurs. Jackone, ils ont tout fait tout seuls. C'est-à-dire que Pierre est dans une école d'informatique et finit son alternance de Master 2, mais n'a pas pris le statut d'étudiant entrepreneur et s'est associé avec quelqu'un qui a 19 ans aujourd'hui, qui est à l'ENS Rennes. Et donc à eux deux, ils avaient envie de créer une start-up qui était plutôt spécialisée dans la création de sites web et de solutions web. Et ils avaient un projet de réseau social plutôt orienté sur le sport. Donc vous allez me dire, rien de novateur là-dedans. Oui et non, parce que quelque part, ils s'en sortent bien. Ils sont tous les deux sur des positionnements un petit peu rigoureux, parce que quand on est à l'ENS,
c'est pas évident de conjuguer la création d'une société et l'évolution d'une société avec l'investissement d'études assez conséquentes. Et en fait, ils s'en sortent pas mal. Donc, moi, Jack One, c'est un petit peu le contre-exemple des incubateurs et le fait de prendre un statut spécifique pour monter sa structure. Ah, je la connais pas celle-là. Nowadays Agency. Donc là, j'ai quelqu'un de nativement, j'ai quelqu'un qui est très largement impliqué dedans qui va vous en parler. C'est bon, je crois que ça marche. Okay. Et du coup, avec Laetitia, voilà, on a confondé Nowadays Agency, je vous en ai parlé au début. On va accompagner du coup nos clients sur les médias sociaux en termes de gestion, donc community management. On va réfléchir à toute la stratégie de communication. On va aussi avoir une partie de création de contenu, que ce soit des vidéos, des photos, des shootings. Et le cœur de notre entreprise, c'est la collaboration avec des partenaires et des relais d'influence. Donc ces relais d'influence, des influenceurs, par exemple sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, pour travailler avec de jeunes marques et les aider à lancer leurs produits. Alors Insta, Nowadays Agency, Facebook, Nowadays Agency. Il faut faire des likes et puis transférer parce que c'est pas mal aussi. Et on fait un événement le 28 juin, c'est au Jardin 21. C'est un nouveau lieu un peu green, écolo dans Paris, qui fait partie d'un plus grand projet qui s'appelle l'Oasis 21, un lieu qui va ouvrir en 2021. C'est à côté du parc de la Villette. Je crois qu'il y a 2500 mètres carrés avec un potager et on va inviter une dizaine de startups qui vont présenter leurs projets. Des projets dans le même état d'esprit, éco, green, durable. Et il y aura des food trucks, une programmation de DJ et aussi un bar. Et voilà, on essaye de faire une espèce d'après-midi un peu sympa où on va donner plus de visibilité à ces projets qu'on soutient. Et vous êtes les bienvenus. Ça ambiancera. Allez-y, ça ambiancera. Le 28 juin. J'ai une question, et ça a été Oui. combien de temps du coup vous l'avez créé combien de temps Ça a été lancé en septembre par Laetitia et on s'est associé en mars. Et aujourd'hui, on a une croissance de presque 100% tous les mois. On a recruté 2 collaborateurs il y a 3 semaines, donc on est 4 et on va passer à 5 dans 2 semaines. Et on développe une nouvelle offre qui s'adresse aux entreprises dans la blockchain et particulièrement celles qui veulent lancer une crypto-monnaie où on souhaite justement les accompagner dans leur communication. Et une offre qui sortira en septembre. Quand on parlait de nouvelles techno, voilà. Même la crypto-monnaie. Vous avez une question ? Et justement, c'est qui vos clients en général? C'est quel secteur? Alors aujourd'hui, par exemple, on a une marque de bijoux. On a aussi une marque qui a lancé une gamme de soins de beauté pour hommes. On va aussi peut-être travailler avec une agence de production qui produit des one-man shows en France. Donc ce serait faire la communication de tous ces spectacles à Paris et dans différentes villes. Donc c'est ce genre d'entreprise avec laquelle on travaille. Tout ce qu'on appelle lifestyle, donc l'art de vivre, des marques sympas. Et au final, on se pose vraiment la question de est-ce qu'on a envie d'accompagner cette marque. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé par énormément de marques. C'est d'avoir une présence et une image de marque sur Internet. Et on peut avoir le luxe de choisir nos clients. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat à l'école, bon, je vous ai déjà un petit peu parlé des écoles d'ingénieurs. Je vais vous parler aussi d'une école de management que je connais bien, qui est par exemple l'ESCA. L'ESCA est une des plus grosses écoles de management de Paris. Et ils ont entre autres un incubateur qui, tous les ans, fait un gros événementiel qui s'appelle le DigiPrize, où vous avez toutes les startups incubées et celles qui sortent du lot qui sont récompensées avec des gros sponsors comme Sony, comme il y en a plein. Il y avait Sébastien Chabal qui était là l'autre jour parce qu'il a lancé plusieurs startups et qu'il était là en tant que parrain.
Donc il peut y avoir des incubateurs avec une rayonnance et une pertinence aussi commerciale qui leur permettent après d'évoluer dans une sphère économique un petit peu privilégiée. Voilà, donc là c'était une slide pour reprendre le fait que quand vous êtes aussi étudiant entrepreneur, un des gros avantages c'est de développer votre société en faisant vos stages pour développer justement votre société, donc en faisant le stage à l'intérieur même de votre structure. Alors ça, c'est l'exemple que je vous disais tout à l'heure, entre autres OPA France, qui est une association très, très, très pertinente, qui intervient dès la primaire et le collège auprès de très, très, très jeunes et qui leur fait en fait développer des mini-entreprises. Moi, j'ai participé à leur forum et voilà, à leurs événementiels. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des petits bouts de chou, plus ou moins petits bouts de chou, qui ont des idées, par exemple, de portables, de coques de portables un petit peu spécifiques ou de recyclage de bois ou d'autres matières. Et on voit qu'en fait, même en primaire et en collège, il y a des enfants qui peuvent, et des adolescents qui peuvent avoir des idées très pertinentes. Et on les met en situation de mini-entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont à 3 ou à 4. Pendant une année, ils travaillent sur ce concept-là. Et après, ils vont exposer. C'est marrant, ils se présentent. Le directeur général de notre société est, moi je suis le DG, moi je suis le responsable des fabrications. Ils montent leur prototype, donc qui est un petit peu artisanal, là, parce que pour le coup même, j'en ai vu certains par contre qui commençaient aussi à toucher au code, mais la plupart c'est quand même des réalisations un petit peu artisanales, voilà. Mais c'est marrant, c'est vraiment quelque chose qui est sympa et ils sont uniques en leur genre et voilà, et ça permet effectivement d'insuffler une nouvelle donne aussi. Ce seront peut-être nos entrepreneurs de demain. C'est super ça, je connaissais pas du tout. Future génération. Alors, ça c'est une de mes écoles d'ingénieurs où justement on avait décerné un prix sur un projet innovant. Ils sont en première année en fait d'école d'ingénieurs. Et on leur a demandé de réfléchir pendant 15 jours sur un projet innovant. Et donc ça a été les lauréats. Donc voilà, donc il y avait un groupe qui avait une idée de projet plutôt orientée sur tout ce qui était un petit boîtier éco-responsable qui mesurait certaines performances au niveau de l'air. Un autre groupe qui avait une idée plutôt VR, qui avait l'idée de faire un casque qui insufflait en fait un certain nombre de séquences enregistrées sur certaines phases paradoxales du sommeil. Voilà, donc c'est sympa parce que vous dites ils ont tout juste 18 ans, mais ils ont déjà ces idées-là. Et dans le groupe, entre autres, il y en a 2, je sais, qui émergent du lot et qui sont en train de monter leur start-up ou qui sont déjà très 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 avancés. Donc ça peut émerger très vite dans l'idée des jeunes d'aujourd'hui. Donc ICANT, on enlève l'apostrophe T, on fait ICANN. Alors, les motivations de l'étudiant et les contraintes du marché, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, le fait d'être confronté à un marché du travail extrêmement précaire et concurrentiel, qui est nourri un petit peu au précepte du digital et qui est intéressé par les projets novateurs soutenus par les incubateurs. Donc les étudiants ont de plus en plus envie de s'affranchir de certaines choses et d'avoir leur propre vision et de créer leur propre structure avec leurs propres donnes et leur propre management, quel qu'il soit. Alors ce qui est bien, c'est que cette nouvelle génération d'entrepreneurs aussi a un management un petit peu, tu vas peut-être me confirmer, mais de ce que je vois, un management un petit peu spécifique, voire très, très sympa, qui diverge un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, vous avez dû entendre parler des Chief Happiness Officer, par exemple. Bon, voilà, on est un petit peu dans cette méthodologie. Bon, c'est vrai que d'avoir une émulation de jeunes qui ont envie d'avoir un mode de gouvernance ou un mode de management un petit peu différent et un petit peu plus agile, c'est sympa et ça sort des travers et des chemins de traverse usuels. Et moi, je rebondirais sur la grosse différence avec des grandes entreprises. Je vais prendre mon exemple parce que je connais le mieux, c'est quand j'étais chez IBM. Si vous voulez faire quelque chose, il y a énormément de process en fait. Il faut respecter, je sais que nous on avait quelque chose qui s'appelle le Blue Book
donc des règles à respecter. Et c'est un document de 70 pages en anglais, de toutes les règles, les process et approbations à avoir. Règlement intérieur. C'était même pas le règlement intérieur, c'était tout ce qui concernait les achats, comment acheter, quelles sont les règles, les accords à avoir, etc. Et ça peut se comprendre parce qu'une boîte comme IBM qui a plus de 400 000 employés dans le monde a besoin de règles et de process pour être sûr que tout va dans le bon sens. Et à contrario, nous dans notre start-up, avec les collaborateurs qu'on a recrutés, on leur laisse énormément d'autonomie. C'est-à-dire que moi personnellement, ce que je cherche, c'est une personne qui va me challenger moi aussi. Il n'y a pas de règles spécifiques ou de process. C'est de l'autonomie et de l'ambition, de l'envie, des idées. Et parce qu'aussi, on est que 4 aujourd'hui et qu'on n'a pas besoin d'instaurer toute cette structure qui ralentit un peu le processus de création. Et ça, c'est une énorme différence. Et moi, je connais entre autres une start-up qui a eu une levée de fonds très conséquente, je crois, faite par Xavier Niel il n'y a pas longtemps. Et l'autre jour, ils étaient en train de m'expliquer qu'en fait, leur méthodologie de recrutement, bon, elle est très agile, hein, elle peut se faire dans des pubs, etc. Mais surtout, voilà, nous, on a été un petit peu inculqués aux 35 heures, etc. Eux, en fait, ils dorment pratiquement sur place tellement ils ont envie et ils sont insufflés d'une certaine ferveur. Et ils vont jusqu'à partir en vacances ensemble. Donc voilà, donc après, bon, ça peut être vu de certaines manières. Mais quand on est jeune, quand on a envie de se lancer dans une aventure et quand on croit à un concept et qu'on y croit fort, souvent ça peut effectivement engendrer ce mode de management. Et c'est vrai que j'en connais certains et bon, ils n'ont pas l'air malheureux quoi. Ils planifient ensemble leurs vacances, ils partent tous ensemble faire un certain nombre de choses. Enfin, t'as pas l'impression qu'ils bossent alors qu'ils bossent peut-être 5 fois plus que quelqu'un de normal quoi. Donc voilà, donc c'est aussi la nouvelle culture d'entreprise start-up qui est un petit peu à contrario de ce que nous on a pu connaître. Alors plus ça va aller, plus de toute façon je pense que les conditions de travail, même des entreprises vont devoir bouger parce qu'il y a de plus en plus de digitalisation même au niveau des process RH. Et ne serait-ce qu'au niveau de la formation, hein. Vous allez dans n'importe quelle grosse structure, alors d'aujourd'hui on va tendre de plus en plus sur le e-learning et sur une façon de s'émanciper de la formation en se formant soi-même avec un certain nombre d'objets connectés. Donc en fait, je pense que l'esprit d'un start-up est en train de rayonner un petit peu plus au même au sein des grandes entreprises, oui. Ouais. Alors, comment booster l'entrepreneuriat étudiant? Donc, encouragé par les universités et les dispositifs gouvernementaux, la France mise sur ces jeunes et croit en leur faculté de refonder une nouvelle donne sociale et économique. Donc c'est vous demain qui allez faire notre paysage économique français. Je vous sens motivée. Non, mais je sens qu'il y a déjà des idées qui bouillonnent à droite, à gauche. On a vu quelques-uns là qui m'ont dit. Donc les jeunes qui ont vocation à devenir étudiants entrepreneurs veulent généralement être actifs de leur destinée. Alors, c'est vrai qu'il faut parfois être un petit peu vigilant parce que on peut avoir une idée, mais avant d'avoir une idée, c'est quelle est ma concurrence, quel est mon positionnement de marché, comment demain je vais pouvoir me différencier, quels sont les fonds qu'on va devoir investir dans ma structure pour la rendre vraiment optimum au niveau du marché. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point et il faut surtout savoir prendre tout ce qui est à votre portée, tout ce qu'on vous donne comme avantage pour pouvoir être encadrés. Les étudiants entrepreneurs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très encadrés. On leur donne des ateliers spécifiques pour leur permettre de grandir et on les aide en fait à maturer dans un marché qui n'est pas forcément évident et qui n'est pas donné, ce qui n'est pas donné à toutes les sociétés qui se lancent. Hein. Et ce qui, je trouve, booste énormément aussi tous les projets, je vais prendre l'exemple du PSL, c'est le fait de rencontrer des personnes qui ont les mêmes difficultés que vous, en fait.
C'est-à-dire on passe tous par différents obstacles et étapes, et de rencontrer des personnes qui ont les mêmes obstacles dans différents projets, différents secteurs, ça nous rassure et on a envie de se dépasser ensemble, on se donne un peu ces clés de réussite, comment on a franchi ces obstacles, et c'est indispensable en fait. Sinon on reste un peu dans son coin et on peut être vite découragé avec toutes ces choses qui peuvent arriver. L'autre jour, par exemple, j'intervenais sur un lab universitaire. Premier groupe que je vois. Oui, alors là, on est associés, mais il faudrait qu'on ait un autre associé. On ne sait pas trop comment le trouver. Deuxième étudiant entrepreneur qui était tout seul. Mais il faudrait que je trouve un associé. Troisième, il faudrait que je trouve un associé. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des synergies. Et il y a les mêmes problématiques qu'on voit un petit peu dans... Bon, il y a une émulation qui se fait au niveau des startups. Alors... pour parvenir en fait à cet engagement et fiabiliser l'engouement et la réalisation des projets portés par nos étudiants entrepreneurs, il faut les seconder, d'où le fait que vous avez des mentors et que vous avez des professionnels, donc que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des experts comptables, des organismes spécialisés. On vous donne la chance de pouvoir être encadré et d'avoir des réponses à des questions. J'ai une problématique juridique, il y a un atelier juridique, il y a un certain nombre d'avocats qui vont être là pour répondre à vos questions. Bon, par exemple, une référence, vous développez un prototype industriel, beaucoup d'étudiants vont peut-être pas penser forcément à faire une enveloppe solo ou à le déposer auprès de l'INPI. Donc vous pouvez avoir des experts en propriété industrielle qui vont venir vous dispenser les démarches utiles et nécessaires. Par exemple, l'autre jour, un exemple tout à fait bête, dans une de mes écoles, moi j'ai un groupe qui était en train de développer un prototype très pertinent, électronique, avec du soft embarqué. Et ils étaient assez avancés dans leur projet. Et moi, la première question, ça a été « Ok, vous l'avez déposé, j'espère ?» Je dis « non, pourquoi ?» Parce que là, vous venez d'en parler devant 200 personnes, quoi. Donc, vous vous débrouillez pour aller courir à l'INPI pour le déposer, parce que, voilà, ce sont des réflexes qu'il faut avoir et qu'il faut consolider. Et le fait d'être incubé permet aussi d'avoir des parades de ce côté-là. Il y a aussi le cas où il y avait une jeune étudiante entrepreneur qui réalisait des ruches et qui avait été copiée. Et ça aussi, c'est une problématique qui peut arriver. Donc voilà, l'encadrement est très 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 important. Alors, on va vous parler des networking. Networking des start-upers, une anthologie. Non, ça permet d'avoir en fait des start-upers de plusieurs horizons, de plusieurs incubateurs, d'avoir, hormis des soirées très très sympas, tous les sens du terme, ça peut permettre d'avoir des thématiques qui vous permettent des rapprochements et outre des amitiés qui peuvent se nouer sur un côté assez convivial, d'avoir vraiment des thématiques de fond, comme là par exemple au niveau de PSL, en collaboration avec PSL et avec les Pépites de France, le 19 juin, il y a un afterwork, Adopte un associé, en partenariat avec les pôles étudiants entrepreneurs, où on va justement mettre cette thématique en avant. Et je pense que ça peut être très intéressant, même si vous n'êtes pas dans l'optique de lancer une entreprise maintenant, juste d'y aller et de voir, de se dire que oui, c'est possible de rencontrer comme ça, dans un événement lambda, une personne avec qui on s'entend bien, qui a une belle idée de projet et qui cherche une personne qui a peut-être vos compétences. De grenouiller. Moi, souvent, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, mais allez dans des networking, allez sur des afterwork, allez voir des étudiants entrepreneurs, allez voir même des entrepreneurs au sens propre du terme. Alors souvent, quand ils sont en université, en école, ça va servir à quoi ? Ça va servir déjà à nouer du lien, les contacts, vos réseaux de demain, qui vont être vos prochains prescripteurs et peut-être, pourquoi pas, potentiels clients. Et aussi, comme disait Salam, d'avoir une émulation et des synergies qui peuvent être intéressantes. Et ça se crée au fil du temps, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent bon, je vais par exemple créer mon réseau LinkedIn et demain c'est bon, je me lance, etc. Non, c'est des choses qui se font dans le temps et qui se développent dans le temps. Et les synergies, même les connaissances, elles ont besoin d'un certain temps pour qu'il y ait un rapport de confiance qui se crée et qui permette d'avoir des belles histoires à amorcer.
Alors, pour conclure, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. C'est super optimiste, mais non, mais c'est un peu la réalité des choses. C'est Reid Hoffman qui l'a dit, qui est un des fondateurs de LinkedIn. Et je trouve que cette maxime reflète assez bien, en fait. Non, tu crois pas? Je trouve que... Je la trouve bien, mais je trouve que le ressentiment qu'on en a, c'est plus de la peur. Alors qu'au final... Ouais, il faut que tu te jettes dans le vide aussi quand tu c'est fais un vrai, truc, c'est vrai. En fait, c'est un risque, mais qui se calcule. Ouais, c'est je un pense. risque qui doit se calculer, de toute façon. Non, je l'aime bien, mais je trouve que ça, j'ai plus un ressentiment de... Quand je la lis, je me dis, ouais, j'ai pas envie de lancer une start-up, j'ai pas envie de me lancer d'une falaise. C'est vrai? Mais après, attends, et si t'arrives à construire un avion, alors t'es sur la descente, putain, t'es le roi du monde. Ouais. Ah, c'est ce qu'il faut voir. Donc demain, vous pouvez être les rois du monde. Vous pouvez être les futurs GAFAM. Et si vous ne faites pas ça aussi, vous aurez un peu plus de mal à être un futur GAFAM. Donc tout ça pour vous dire que c'est effectivement pas si simple, parce que quand on parle de start-up, quand on parle d'étudiants entrepreneurs, on a l'impression que ça peut être super facile quand on en parle tous les deux. Il y a des embûches, il y a toutes les embûches que les créateurs d'entreprises connaissent. Toutes ces embûches-là, il faut savoir les dévier, les déjouer et savoir être plus fort pour pouvoir les surmonter, mais ce qui tue pas rend plus fort, pareil, tu vois, c'est en corrélation. Et du coup, bon, ça permet... L'autre jour, sur LinkedIn, j'avais une vidéo qui m'avait plu. C'était un poisson qui était dans une prairie et le poisson, il devait atteindre la rivière, mais la rivière, il avait du mal à l'atteindre. Et on voyait en fait tout le cheminement du poisson qui galérait et qui prenait tous les petits chemins de traverse au niveau de l'herbe pour arriver jusqu'à la rivière. Et voilà, un entrepreneur, c'est un peu ça. Mais à la fin, le tout, c'est d'arriver jusqu'à la rivière et de savoir nager et de s'en être affranchi. Alors là, par exemple, pour vous donner un exemple typique, Laetitia et Salam, ça y est, ils ont réussi à rejoindre la rivière. Merci. Voilà, donc ça c'était, je crois que c'était le mot de la fin. Oui. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez nous poser? Est-ce que nous avons été relativement clairs? Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont des petites idées du coup qui... Il y en a au moins 53%. Au moins 53%. Ouais. Que 53% lèvent la main. Je sens qu'ils vont assaillir de questions certains de leurs proches. Bon, en tout cas, voilà, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Ouais, n'hésitez pas à me contacter, hein, je suis sur LinkedIn. Si vous avez des projets, des idées, si vous avez envie de, rejoindre l'aventure d'une start-up ou que je vous fasse une visite du PSL Lab, je ne sais pas, il faut oser, il faut demander et c'est comme ça qu'on peut avancer. Après, donc n'hésitez pas. Ils ont prévu d'être 50 à la fin de l'année. Et moi aussi, je suis sur LinkedIn, donc si vous voulez, que ce soit sur mon mail direct ou que ce soit sur LinkedIn, si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre attention. Merci. Et puis peut-être à très bientôt.